Bonjour à tous. Donc voilà, moi je suis urbaniste, je suis paysagiste et j'ai longtemps dirigé une agence qui s'appelait Composante Urbaine. Et aujourd'hui, donc je dirige un pôle qui s'appelle le pôle eau et paysage de l'agence Sepia Urban Water. Voilà. Et mon propos, je voudrais aborder deux sujets, ou du moins traiter deux sujets. Le premier, c'est de montrer comment la problématique de la gestion de l'eau est passée du domaine du génie civil au domaine de l'aménagement urbain, du paysage, comme on a pu le voir à l'instant là. Ça, c'est le premier point. Quelle que soit la problématique liée à l'eau, ce traitement devient, ce transfert de compétences est visible. Et l'autre point aussi, c'est un peu raconter l'histoire de cette gestion des eaux et voir que, par exemple, il y a 30 ans, on avait cette problématique du ruissellement, on l'a géré avec une solution qui était des bassins de rétention. Il y a 20 ans, on s'est dit, mais peut-être que le paysage peut participer de cette gestion de l'eau. Donc les paysagistes ont commencé à travailler sur cette problématique. Il y a une dizaine d'années, je caricature un peu, mais les urbanistes se sont dit, mais c'est une façon d'intégrer aussi la géographie dans le tissu urbain. Donc les urbanistes ont travaillé sur cette gestion des eaux. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les problématiques sont de plus en plus multiples. On vient de le voir ici, il y a tout ce qui est nature en ville, biodiversité, réchauffement climatique, îlots de fraîcheur, etc. Il y a aussi d'autres problématiques liées à l'eau qui arrivent, l'abattement des petites pluies. Alors ici, je crois que ce n'est pas encore forcément d'actualité, mais en tout cas en Île-de-France, c'est dans la réglementation, c'est-à-dire que maintenant, chaque opération nouvelle ne peut plus rejeter les petites pluies au réseau, doit les conserver. Donc ça implique aussi d'intervenir différemment dans la ville. Il y a aussi l'approche du PPRI, tout simplement, qui est une lecture de la géographie et qui permet de construire en zone inondable. On voit souvent le côté négatif du PPRI, mais en réalité, c'est un outil très durable pour construire la ville durable, en tout cas. Bref, il y a tout un ensemble de problématiques qui fait que quand on ne répond plus forcément à la gestion de l'eau pluviale, on répond à un ensemble de problématiques. Et de même, quand on répond à ces autres problématiques, on participe de la gestion des eaux pluviales. Je crois que l'exposé précédent l'a bien montré. Voilà, ce sont ces deux choses-là que je voulais vous dire. Et là, je voulais montrer quelques images qui l'illustrent. Donc, c'était une trentaine d'années. Bon, ça existe encore, mais voilà, quand il pleuvait, problématique d'engouffrement des réseaux, avec tout ce que ça suppose comme impact. Voilà. Première logique, agrandir les tuyaux. Deuxième logique, on fait des bassins de rétention, donc des bassins de rétention qui sont unifonctionnels. Ça veut dire que ce bassin sert à 100% à peu près 2 heures tous les 10 ans, quoi. Voilà, des gros ouvrages de rétention. Et puis aussi, loi sur l'eau, donc chaque promoteur, chaque acteur d'aménagement doit faire son bassin de rétention. Il ne sait même pas ce que c'est, donc il fait ce type de choses qui ne sert à rien en réalité. Avec le drame des structures alvéolaires ultra-légères qui se tendent à se multiplier, même si en réalité on sait que ce n'est pas forcément une réponse optimale. Je n'en dirai pas plus pour ne pas me fâcher avec la moitié de la salle. Voilà. Et puis les réponses aussi qu'on peut voir, c'était des photos que je prenais il y a 25 ans quand j'allais justement visiter ces premières techniques, c'est que souvent après le permis, une fois le chantier terminé, c'est déjà bouché, quoi, parce que en termes d'entretien, ça c'était compliqué. Bref, donc on s'est dit mais il faut que le paysagiste intervienne. Donc ça c'est les premiers exemples. Là on voit bien le bureau d'études Verdet qui a fait son plan AutoCAD et puis qui a dit au paysagiste est-ce que tu peux paysager la chose? Donc il a planté les fleurs. Ensuite il y a une intégration un peu plus forte où là on voit bien que l'urbaniste a travaillé avec l'hydrologue. L'urbaniste a fait une ZAC, on peut dire immonde, et donc on a fait un bassin de rétention tout aussi immonde, donc il y a une recherche de cohérence déjà qui s'illustre dans la chose. Et puis, petit à petit, donc, sont arrivés les nous, qui sont un petit peu à l'eau, ce qui est l'éolienne à l'énergie, on va dire, c'est un marqueur d'une approche environnementale. Bon, c'est une bonne chose. Et puis, on est allé un peu plus loin. On a travaillé avec les paysagistes et on s'est dit, mais on peut intégrer mieux cette problématique de l'eau dans la ville. Et là, donc, c'est les bassins de rétention qui ont été faits justement en Seine-Saint-Denis par Composante Urbaine. Voilà où on jouait avec l'eau. C'est-à-dire que en cas de grosse pluie, effectivement, ça s'inondait, mais le reste du temps, c'était vide. C'était une aire de jeu pour enfants, etc. Et puis, petit à petit, on est allé un peu plus loin dans l'intégration de l'eau. Et puis, on a fait des parcs comme ici. C'est un parc à Noisy-le-Sec qui a été financé, qui vaut 5 millions d'euros, et qui a été intégralement financé, soit par l'Agence de l'eau, soit par, à l'époque,
l'agence des espaces verts de la région. Donc voilà, c'est vraiment une façon, avec du financement lié à l'assainissement, de créer de la nature. Ce parc existe aujourd'hui, voilà, c'est quelques images. Voilà, ça c'est un bassin de rétention tel qu'on le fait aujourd'hui. Je vais un peu vite, hein, mais voilà, donc ça c'est quelques images de bassin de rétention, avec, quand on parle de nature en ville, des zones humides, etc. C'est-à-dire on essaie de réintroduire le cycle de l'eau dans un processus naturel. Et puis on a essayé aussi même de revenir en arrière, c'est-à-dire que les bassins de rétention qui étaient bien mal intégrés, là en l'occurrence, vous voyez, c'est un terrain de tennis dans un bassin de rétention, voilà, qui témoigne bien que en fait, ces bassins peuvent avoir des usages autres que l'hydrologie. On a essayé de les aménager un petit peu différemment et d'introduire d'autres fonctions. Voilà, c'était un vieux bassin des années 70, et puis aujourd'hui, c'est une aire de sport. Voilà, quelques images. Ça, c'était le jour de l'inauguration. Ça, c'était après que la population locale se soit, approprié son espace d'un point de vue artistique. Mais vous voyez, on voit que voilà, cet espace peut avoir deux types d'usages. Et puis, effectivement, une photo qu'on a vue tout à l'heure, mais qui c'était pas tondu. Voilà, ça, c'est un mail de collège. Donc, il y a tous les jeunes qui marchent. Et puis, voilà, partant sexe à cette tête-là, et partant de pluie, c'est inondé, si ce n'est le mail ici. Alors, voilà, si ce n'est ce mail qui est tout le temps hors d'eau. Mais vous voyez, donc, même les usages urbains, on dépasse le domaine du paysage, les usages urbains viennent s'associer à la gestion des eaux. Je vais un peu vite. Et puis, en fait, on s'aperçoit petit à petit qu'on peut inonder n'importe quoi. Là, c'est un parking qu'on inonde chez Decathlon. Là, c'est les toitures. Maintenant, on connaît bien avec les toitures végétalisées. Et puis après, on a eu cette démarche de se dire, mais finalement, plutôt que d'imperméabiliser, puis compenser ensuite, autant essayer de ne pas imperméabiliser. Donc, on a essayé de rendre plus poreux les sols avec des approches diverses, plus ou moins intéressantes. Ça, c'est une opération à Montreuil qui est, même dans sa globalité même, qui est un peu spongieuse. C'est-à-dire qu'on stocke sur les toitures, on stocke un petit peu, je vais un peu vite, mais on stocke ensuite dans les jardins, on stocke même dans le gabion qui permet de maintenir les différentes parcelles dans la pente. Et puis même le revêtement de cet espace est poreux pour encore participer au ralentissement de l'eau, ce qui fait qu'on arrive au point bas à un débit qui est 10 litres par seconde par hectare. Voilà, donc dans la gestion des eaux, dans la maîtrise des eaux, on voit bien qu'on est passé du domaine du génie civil au domaine du paysage. Et pour la dépollution des eaux, c'est la même chose. On est passé des séparateurs à hydrocarbures qui ne fonctionnent pas à ces filtres à sable qui fonctionnent mieux. Et là, je peux le dire assez à l'aise parce que l'agence de l'eau encourage tout à fait ce type de procédé. Et en tout cas, en Ile-de-France, on ne pourrait pas construire avec un séparateur. Je ne parle pas pour les stations-service, hein, je parle pour les parkings. Voilà, donc ça c'est quelques exemples. Un séparateur, un filtre à sable qu'on a réalisé sur l'île Saint-Denis. Là, c'est à Asnières, en premier plan. C'est un dépolluant. C'est un filtre à sable. Phytoremédiant. Avec d'autres exemples. On a fait ça également pour le recyclage. Finalement, on parle souvent de recyclage d'eau pluviale. En réalité, c'est des dispositifs de recyclage qui, l'été, il n'y a plus d'eau, ça coûte très cher. Enfin bref, en réalité, c'est une aberration, je dirais. Il y a d'autres techniques, il y a d'autres façons de recycler l'eau, en tout cas de réutiliser l'eau. C'est par exemple favoriser l'alimentation des arbres. On en a parlé tout à l'heure. Voilà, il y a plein de projets comme ça où l'eau est conduite vers les arbres. Là, c'est un projet c'est pas un projet, non. C'est en Argentine, où les mailles, bien qu'il fasse très chaud, les mailles sont très ombragées, parce que les arbres récupèrent toute l'eau, ça alimente les fosses, et donc ça crée un ombrage, ça crée de l'évapotranspiration, qui fait qu'on peut se promener sur ce mail avec une certaine fraîcheur. Donc vous voyez, le cycle de l'eau, là, a un usage qui dépasse largement celui de la gestion des eaux. Ça, c'est pas la même image, c'est après le même principe, mais au Japon, vous voyez, ça peut se faire un peu n'importe où. Et puis on s'aperçoit finalement, là c'est un petit écart, qu'on peut trouver de l'eau bien plus performante que l'eau pluviale. Par exemple, il y a l'eau grise, l'eau des piscines, c'est une eau qui est disponible, même en période de stress hydrique, on a cette eau qui est forcément rejetée au réseau tous les soirs en fonction du nombre d'usagers qu'il y a eu. Donc c'est une ressource d'eau qui est très intéressante. Je n'ai pas le temps de décliner, mais voilà, on a donc, quelle que soit l'approche, la gestion de l'eau, on passe du domaine du génie civil au domaine du paysage. Et ça, c'est quelques exemples où même ça permet de structurer le tissu urbain. C'est une petite opération à Ivry-sur-Seine
où on avait également la mission VRD, donc on a pu supprimer les réseaux enterrés, et on a fait comme ça un ruissellement à ciel ouvert, donc c'est une certaine économie, voilà, qui permet d'avoir tout un cheminement d'eau, et qui conduit à un bassin de rétention, qui est un bassin de rétention en eau, qui est d'une certaine qualité, parce qu'on avait justement pu bénéficier de l'économie liée au réseau. Donc c'est vraiment un basculement du financement assainissement au financement paysage et gestion des eaux. Voilà, là encore, je vais très vite, parce que j'ai promis que je tenais le délai. Il me reste combien de temps? 5 minutes. Super. Bon, bah alors, je me détends. Une autre opération à Auxerre, où on devait urbaniser des champs. Et donc, c'était quelle logique on pouvait avoir, comment organiser la chose. Et finalement, on a essayé de s'inscrire dans la géographie du lieu. Et pour s'inscrire dans la géographie du lieu, le mieux, c'est de travailler sur l'eau. Et on a comme ça respecté le réseau d'eau initial. Et on a construit notre ville autour. Et on a également demandé, pour avoir des débits régulés qui circulent, donc des petits caniveaux, etc., quelque chose d'intégré, on a demandé à chaque lotisseur de faire des stockages à ciel ouvert, en surface, etc. Donc on a vraiment une trame de l'eau qui devient une trame verte, qui organise même la structure de la ville. Voilà, ça c'est quelques images de cet espace qui conduit comme ça, petit à petit, jusqu'à un plan d'eau. Là, on parle aussi, vous voyez, de trame verte, etc., etc. Donc la problématique ruissellement, finalement, répond à un ensemble de problèmes et vient apporter une réponse à d'autres problématiques, avec les canards. La même chose en Bretagne, où c'est pardon, je vais un peu trop vite, c'est la même chose en Bretagne, où le réseau initial, le réseau hydrographique, a structuré le plan masse, et on a comme ça, comment dire, intégré ce quartier de ville dans sa géographie plus largement. C'est-à-dire que le cheminement des eaux qui descend de chaque toiture conduit à des cheminements un peu plus grands, qui conduit à une zone humide qui est également un bassin de rétention, qui lui-même conduit à un ruisseau. Ce ruisseau conduit à la rivière. Donc ça, c'est intéressant d'un point de vue géographique parce qu'on se relie à son espace, mais c'est aussi intéressant en termes d'agrément, c'est-à-dire que le cheminement piéton, les circulations douces qui est le long de la rivière, petit à petit viennent s'étendre jusque dans ce quartier, et finalement, ce quartier vient, comment dire, participer de ce parc global. Voilà, on vient s'associer à une qualité paysagère, à des usages qui sont bien plus larges, quoi. Voilà. Je vais un peu vite. Ce qui implique néanmoins de travailler à toutes les échelles. Et là, on parle du même espace où on doit, pour pouvoir gérer toutes ces eaux, travailler même sur l'architecture. Et donc aujourd'hui, même l'architecte doit travailler sur la gestion de l'eau. C'est plus forcément le bureau d'études fluides. À Asnières, on travaille sur une opération. Aujourd'hui, pour récupérer les eaux en façade, on a demandé à l'architecte d'un bâtiment R18 de travailler sur une descente d'eau en façade. Et il y arrive, ce qui permet de récupérer les eaux en surface avec des noues de très faible profondeur. Et donc, vous voyez, tout le monde est associé. On est très loin d'une réponse uniquement ingénieur génie civil, uniquement hydrologue. Il me reste toujours 5 minutes ? 3 minutes, bon, d'accord. Ça, c'est une opération qui est intéressante également parce qu'on devait stocker les eaux pluviales. Avec ces eaux pluviales, on voulait alimenter tout un tas d'espaces verts. Donc voilà comment on a géré. On a géré les eaux sur les toitures pour les retenir, sur les places, comme je vous ai montré. Et puis, on a créé des zones humides. On a créé des mares, etc., etc. Et puis, on devait rejeter ça au réseau. Mais on s'est aperçu que l'été, on n'aurait pas suffisamment d'eau pour alimenter ces espaces verts. Donc, on s'est dit, mais peut-être qu'on pourrait servir de la nappe comme réservoir d'eau. Et finalement, c'est ce qui s'est produit. Donc, on infiltre les eaux excédentaires dans la nappe. Et l'été, avec des petites éoliennes agricoles, on vient repomper dans la nappe des petits volumes, des petits débits, mais qui permettent de maintenir cette trame verte et cet écosystème, cette biodiversité qu'on a mis en œuvre, là encore, grâce à la gestion de l'eau. Et là, pour les 3 dernières minutes qui me restent, voilà, ça c'est le plan masse. Donc là encore, ça oblige l'architecte, l'urbaniste de travailler avec nous parce que forcément, puisque tout doit descendre, puisqu'on est dans la géographie, on ne peut pas construire un bâtiment en plein milieu, quoi. Donc voilà, c'est un travail d'ensemble. Et je terminerai par une opération où on est vraiment à 2 km de Paris, une densité très forte. On est en zone PPRI. On doit également gérer les eaux pluviales excédentaires. On doit également gérer les eaux, les petites pluies, l'abattement. On souhaite mettre de l'agriculture urbaine sur les toits. Enfin bref, il y a tout un ensemble de problématiques
à laquelle, finalement, par la gestion de l'eau, on participe à la réponse. Et donc, là, sur cet espace, alors je ne sais pas si on comprend quelque chose, mais sur les zones bleues, on a maîtrise des eaux pluviales, avec toiture terrasse, etc. On a créé, sur les espaces verts, un ensemble de bassins de rétention, mais vous allez voir, c'est des petites choses. Bassins de rétention qui participent également à l'équilibre des blés remblés pour le PPRI. Et puis, donc, sur ces toits où on stocke de l'eau, on a mis une végétation naturelle. Enfin, pas une végétation naturelle, une végétation... bref. Voilà. Donc là, on ne voit pas bien les toitures, mais vous les imaginez bien. Ensuite, les eaux s'écoulent à débit régulé dans ces petites noues. Dépollution des eaux. Ensuite, ça s'écoule progressivement vers la Seine. On est en bord de Seine. Alors donc, on a des canaux principaux, mais ça peut inonder ce parc qu'il y a juste à côté. Et puis, comme ça, on descend jusqu'à la Seine. Et on a même une noue qu'on ne voit pas ici, qui est là. Voilà, on a une noue. Et puis, ça conduit juste à la Seine. Et voilà. Donc, ce qui est intéressant ici, et ce sera le mot de la fin, c'est qu'effectivement, à un ensemble de problématiques, l'eau pluviale, la gestion de l'eau pluviale va participer à la réponse, quoi. On n'est plus 1-1, on est vraiment plein à avoir des problèmes. Et voilà. J'ai oublié ma conclusion, c'est dommage parce que elle était très pertinente. Mince, c'est dommage. Oui, si, voilà. Et oui, la gestion de l'eau pluviale, ce qui est intéressant, c'est que c'est une clé d'entrée dans le projet, là, comme je vous l'ai montré, et c'est une clé d'entrée à plusieurs titres. C'est que c'est une clé d'entrée déjà financière. Aujourd'hui, là encore, l'agence de l'eau participe au financement pour des choses qui sont quand même très intéressantes, et en particulier dans le terme de la nature en ville. La région également, l'Europe, on en parlait. Bref, c'est une clé de financement. Et puis, c'est aussi un budget assainissement qui peut passer dans le domaine du paysage. Donc, vous voyez, c'est une façon d'amener des moyens. C'est aussi une clé d'un point de vue réglementaire. Grâce au dossier loi sur l'eau, grâce au PPRI, on peut faire des projets de gestion de l'eau qui soient très réfléchis et très intégrés à la réflexion urbaine, très à l'amont du projet, etc. Donc tant mieux, on peut comme ça faire des projets très ambitieux et les tenir même au fur et à mesure des projets, même quand les promoteurs, les méchants arrivent, parce qu'il y a ce règlement qui les tient. Et le troisième point, c'est aussi technique, donc on voit bien que les réponses qu'on peut apporter pour la gestion de l'eau participent de cette nature, etc., etc. Donc il me semble, et là c'est vraiment le mot de la fin, que c'est à nous de dire au service environnement des villes, au service espace vert des villes, à tous ces gens qui ont des grandes ambitions en termes de durabilité, venez nous voir, nous, assainisseurs, on a plein d'argent, on a plein de moyens pour vous, échangeons et on va faire une ville durable. Voilà.